Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo. En ce samedi matin, nous nous retrouvons en gare de Salleux, en Picardie, à une dizaine de kilomètres d'Amiens. Avant de commencer la préparation de notre locomotive, passage sans arrêt d'un train, Lille-Rouen assuré en rame TER2N. Déverrouillage de la boîte à levier et lancement du moteur diesel. Après réalisation de la PC, préparation courante de la locomotive, nous sommes prêts à aller récupérer notre rame. Conducteur, j'ai fermé le passage à niveau, tu peux tirer à dégager la prochaine aiguille. Bien reçu, ça tire à dégager la prochaine aiguille. C'est donc en direction de ce passage à niveau que nous commençons les manœuvres. Nous sommes sur une voie privée, la vitesse est limitée à 6 km/h. C'est bon conducteur, tu peux t'arrêter et changer de cabine. Reçu, à l'arrêt et je change de bout. Après remise en place des installations de sécurité par l'agent de desserte, nous allons remonter l'embranchement particulier par la voie 4 en direction de Paris. À droite, l'ancien bâtiment voyageurs de la gare de Salleux. La gare n'est plus desservie par les trains de voyageurs. La circulation se fait dorénavant en marche, en manœuvre, sans dépasser 30 km/h. La veille, la rame vide a été livrée en provenance de Tergnier et placée sur les deux voies du silo. Le client a procédé au chargement des wagons de façon autonome grâce à ce locotracteur Gaston Moïse de type BN, construit en France dans les années 60. Les silos de Salleux permettent le stockage de 75 000 tonnes de céréales. Les grains arrivent de silos aux alentours pour y être séchés, nettoyés et triés en vue de l'expédition par train. Le chargement d'une rame classique de 22 wagons permet l'export de 1500 tonnes de céréales et se fait en moyenne en 6 heures. En fonction des différentes campagnes céréalières, les trains ont généralement pour destination le port de Dunkerque, ou comme aujourd'hui, la midonnerie Roquette de l'Étrême, dans le Nord. Le site est équipé de caténaires 25 000 volts, permettant la livraison et la restitution de rames à l'aide de locomotives électriques. Cependant, notre destination du jour, Tergnier via Chaulnes, nécessite une locomotive diesel. Cette locomotive sera pour nous la toute première de la série, la BB 75001, sortie des chaînes d'assemblage de l'usine Alstom de Belfort au printemps 2006, puis envoyée en Allemagne pour effectuer des essais.
Elle sera livrée à la SNCF à l'automne 2007. D'une puissance de 2000 kW, elle va nous permettre de remorquer seul ce train dont la masse approche les 2000 tonnes, soit l'équivalent de 50 camions. Arrêt au droit de ce taquet dérailleur qui protège les voies principales à notre droite. Cette desserte est un peu particulière dans la mesure où il faut engager les voies principales pour effectuer les manœuvres. L'agent de manœuvre qui nous accompagne va demander l'autorisation au poste d'aiguillage de Saint-Roch, situé à proximité d'Amiens, pour engager la voie 2. Ensuite, par un jeu de cheminement de clés, il va positionner les installations au sol dans la bonne position. Le taquet dérailleur est maintenant abaissé. L'agent nous autorise à tirer pour dégager le prochain aiguillage. Dorénavant, plus aucune circulation ne pourra passer sur la voie 2, à droite, jusqu'à notre départ et la remise en place des installations dans la continuité de la voie principale. Les horaires de la desserte sont calculés en conséquence pour ne pas gêner le trafic fret et voyageurs. Heureusement, il est ici réduit, particulièrement le samedi matin. Conducteur tire encore la longueur d'une machine. C'est bon, tu as dégagé, tu peux t'arrêter et changer de bout. Allez, bien reçu, je change de bout. Allez conducteur, quand tu seras prêt, tu pourras tirer et accoster sur la rame, elle est bien freinée. L'agent ayant auparavant vérifié le serrage des wagons, nous sommes autorisés à nous mettre en tête et appuyer pour comprimer les tampons en vue de la réalisation de l'attelage. Nouveau changement de cabine. Après réalimentation des freins, nous allons procéder à la manœuvre de raccordement des deux demi-rames. Conducteur, tu peux tirer la longueur de 12 wagons. Je t'arrêterai au dégagement de la prochaine aiguille. Bien reçu, on tire pour 12 wagons. Vous l'aurez compris, c'est cette aiguille que nous allons dégager pour refouler sur l'autre partie de la rame.
Allez conducteur, encore 5 wagons, 5. Quatre wagons, 4. Trois wagons. Deux bons wagons. Un wagon. 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux arrêter, tu as dégagé. Bien reçu, à l'arrêt. Allez conducteur, c'est tracé, tu peux refouler la longueur de 4 wagons sur voie occupée. Refoule. 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 Encore 2 wagons. Refoule. 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 Vas-y pour le dernier. Refoule. 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 5 mètres. Refoule. Refoule. 4 mètres. Refoule. 3 mètres. Refoule. Refoule. 2 mètres. Refoule 1 mètre. Et c'est bon, ça touche. Tu peux appuyer. Pendant que nous procédons à un essai de frein complet pour vérifier les bons fonctionnements des freins de l'ensemble des wagons, voici notre parcours du jour. Il s'agit d'un trajet de 90 km jusqu'à Tergnier, en passant tout d'abord par Amiens, puis la ligne transversale à double voie non électrifiée via Chaulnes et Ham. La composition de notre train sera de 23 véhicules, 361 mètres, pour une masse totale de 2037 tonnes, locomotives comprises. Allez conducteur, l'essai de frein est terminé, tu as l'autorisation de mouvement. Bonne route à toi. Merci beaucoup, bonne journée, à la prochaine. C'est donc avec un peu d'avance sur l'horaire théorique prévu à 10h40 que nous partons de Salleux. Aucun signal ne commande la sortie de cet embranchement particulier. Après réception de l'autorisation de mouvement de l'agent de desserte, puisque nous sommes sur une lignée équipée en bloc automatique, nous sommes autorisés à nous mettre en marche en observant la marche à vue jusqu'au signal commandant l'entrée du canton suivant. Il ne faut toutefois pas oublier la vitesse de 6 km/h jusqu'au dégagement des voies de l'embranchement et la vitesse de 30 km/h sur les appareils de voie de sortie. Le temps de sortir de l'embranchement, revenons sur les opérations qui ont été effectuées par l'agent de desserte avant l'expédition du train. Le client lui a remis les documents reprenant la nature et la masse de chargement, wagon par wagon. Après vérification de la fermeture et du verrouillage des trappes de chaque wagon, de la bonne position des régimes de freinage et des dispositifs vides chargés, il a été établi un bulletin de freinage qui indique au conducteur la composition réelle du train, avec les particularités éventuelles. Dans notre cas, il est précisé que les wagons sont en charge D, c'est-à-dire une masse supérieure à 20 tonnes par essieu. Comme la majorité des trains de marchandises en France, notre train est prévu de circuler avec le code de composition MA100. C'est ce qui est prévu dans le tracé des sillons pour le respect de l'horaire.
Mais avant chaque départ, il convient de vérifier que toutes les conditions sont respectées pour pouvoir rouler à 100 km/h. La locomotive doit tout d'abord être apte à 100, c'est bien le cas. Les BB 75 000 sont autorisés jusqu'à 120 km/h. De même, les wagons sont également aptes à 100, même en étant chargés. Enfin, il convient de vérifier que la puissance de freinage est suffisante. Car ce qui limite les trains de marchandises en vitesse, ce n'est pas tant leur aptitude physique à rouler à 120 ou 140, c'est leur capacité à freiner. Le principe du freinage des trains a évolué au cours du temps. Longtemps, le freinage était à l'essieu. Il fallait un certain pourcentage d'essieux freinés pour circuler à une vitesse donnée. Aujourd'hui, il faut respecter un certain pourcentage de masse freinée. Pour les trains MA100, il est de 57%. Le freinage normal est réalisé lorsque la masse freinée de l'ensemble des véhicules dépasse la masse freinée nécessaire. Par exemple, notre train de 2037 tonnes a une masse freinée nécessaire de 1161 tonnes. Quand on fait la somme de la masse freinée des wagons et de la locomotive, on obtient 1370 tonnes. 1370 tonnes étant supérieure à la masse freinée nécessaire de 1161 tonnes, nous sommes bien autorisés à circuler à la vitesse des MA100. D'autres règles particulières influent sur la capacité d'un train à respecter les règles de composition pour chaque catégorie. Cependant, avoir une masse freinée réalisée supérieure à la masse freinée nécessaire est une des règles primordiales. En cas d'anomalie durant l'essai de frein avant le départ, si jamais le frein de plusieurs wagons était hors service, il aurait fallu déterminer à quelle vitesse nous aurions pu circuler en fonction de la masse freinée restante. Auquel cas, le bulletin de freinage remis au conducteur aurait pu porter la mention « Ne pas dépasser la vitesse des MA90, règle de freinage des MA100 non satisfaites ». Voici que s'approche le premier signal de cantonnement. À son franchissement, vu que nous avons dégagé les aiguilles de sortie de l'embranchement, nous pourrons circuler en marche normale. La vitesse limite pour les trains MA100 sur cette section de ligne est de 80 km/h. Le profil en pente de 5 pour 1000 va nous permettre de prendre rapidement de la vitesse. Nous circulons à présent sur les derniers kilomètres de la ligne Rouen-Amiens, ouverte en 1867 par les compagnies des chemins de fer du Nord et de l'Ouest. Électrifiée en 1984, le trafic voyageur y reste plutôt faible avec une dizaine de TER quotidiens. A contrario, s'agissant d'un itinéraire de contournement de la région parisienne pour les trains de marchandises, le trafic fret y est relativement important pour rejoindre les ports de Rouen et du Havre. À gauche, cachée dans la végétation, une pancarte LGR pour « Limite de garage par refoulement ». Il s'agit du point à ne pas dépasser pour les trains en provenance de Rouen, qui voudraient desservir l'embranchement de Salleux que nous venons de quitter. Cette pancarte est généralement implantée, et c'est ici le cas, avant des pédales d'annonce de passage à niveau, PN, afin de ne pas fermer inopinément un PN au cours d'une manœuvre.
Commune limitrophe d'Amiens, voici au km 4,8 l'ancienne gare de Pont-de-Metz. Implantée sur ce signal à voie libre, cette pancarte, km 4,7, repère une transition de vitesse limite pour les trains de voyageurs, passant de 140 à 130 km/h. TIV à distance 70 de forme losange. Répété en cabine, il nécessite un geste d'acquittement. Il nous annonce l'arrivée de la gare de bifurcation de Saint-Roch. À gauche, l'ancien poste permettant l'accès à un triage qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Seul reste le vestige de quelques rails visibles un peu plus loin sur la gauche. Pancarte Z marquant l'origine de la zone à franchir à 70 km/h. Kilomètre 2, bifurcation des Prémontrés où se raccorde une ancienne ligne de 50 km à destination de Frévent. La gare de Montières, toute proche, est encore utilisée pour des dessertes fret. Avec un bâtiment voyageur inscrit aux monuments historiques, voici la gare de bifurcation de Saint-Roch. À gauche, les voies en provenance de Boulogne, parcours que vous avez pu découvrir dans une précédente vidéo. C'est le poste 1 de Saint-Roch de type Saxby, très reconnaissable à sa cabine en bois, qui gère cette bifurcation et qui nous a permis de sortir de l'embranchement de Salleux. Deux feux jaunes fixes horizontaux sur ce signal, c'est un ralentissement 30. La distance par rapport au rappel de ralentissement étant réduite, il est précédé du jaune clignotant que nous avons franchi en bout de quai de Saint-Roch. D'une longueur de 198 mètres, nous pénétrons dans le tunnel de Longueville.
deux informations importantes sur ce signal. Le rappel de ralentissement 30 qui nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur les appareils de voie repérés par un chevron pointe en bas, et l'avertissement qui nous impose d'être en mesure de nous arrêter avant le prochain signal. Nous entrons à présent dans le tunnel de la Porte de Paris. Notre vitesse est réduite compte tenu de la configuration des lieux et de la recherche du signal annoncé fermé. Même si la connaissance de ligne nous porte à croire que ce prochain signal est situé en bout de quai, la position des signaux ne doit pas être anticipée, et lorsqu'il circule sur avertissement, le conducteur doit toujours être en mesure de s'arrêter avant un signal dont, par exemple, il aurait pu oublier l'existence. C'est à la voie 7 que nous faisons notre entrée en gare d'Amiens, préfecture de la Somme. Située au point kilométrique 130 depuis la gare de Paris-Nord, elle se situe également au point kilométrique 0 de la ligne en direction de Laon, que nous allons emprunter jusqu'à Tergnier. Ouverte à l'origine en 1846, la gare actuelle, comportant 12 voies, a été reconstruite en 1955 par l'architecte Auguste Perret, à qui l'on doit de nombreux monuments comme le Théâtre des Champs-Élysées en 1913 ou la réhabilitation du centre-ville du Havre après-guerre. Peu visible et à la forme plutôt particulière pour s'intégrer sous la marquise de la gare, le signal C216 est ouvert à voie libre. Il est groupé avec un TIV 30. L'implantation de ce TIV sur ce signal de sortie de gare nous impose de ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur l'ensemble des aiguilles de sortie de gare. Petite particularité, au-delà de ce signal, nous continuons sur la voie 6, située sur le même quai que la voie 7. Les différents aménagements de la gare au fil des années ont longtemps conduit à la disparition de la voie 6. En 2023, elle refait son apparition pour les voyageurs. Le signal C216 faisant la séparation physique entre les deux. Voici maintenant le signal de sortie de la voie 6, ouvert également à voie libre. Il est également accompagné d'un TIV 30 qui nous impose la même règle que précédemment. Et cette limitation de vitesse est bien justifiée puisque nous franchissons ces appareils de voie en position déviée, afin de regagner la voie DA pour départ Arras. Au dégagement de ce TIV 70 associé à cette pancarte Z, nous pourrons nous élancer à 70 km/h. À gauche, les deux voies en direction du dépôt TER qui passent sous les voies principales pour éviter tout cisaillement dans cette zone dense. Au dégagement de cette pancarte, nous pourrons circuler à la vitesse de la ligne pour les trains de la catégorie MA100, à savoir 80 km/h. La plateforme est maintenant composée de 4 voies principales.
Les deux voies de gauche sont les voies en provenance du nord, Lille ou Laon, et les deux voies de droite se dirigent vers le sud, à savoir Creil ou Compiègne. Il est encore possible de changer de voie grâce à deux traversées que nous verrons dans quelques centaines de mètres. Si du rappel de ralentissement avait été présenté sur ce signal, le postin d'Amiens, ici à gauche, nous aurait dirigé vers Creil. Et de la même manière, les trains de la voie 2 peuvent remonter vers le nord, en observant du rappel de ralentissement 30, couplé à un feu présenté sur cet indicateur de direction. Un seul feu est présenté sur le prochain signal, nous sommes bien dirigés vers le nord. C'est le poste 2 de Longo qui gère cette bifurcation. À droite, nous laissons partir les voies en direction de la gare de Longo et au-delà vers Creil. Voici le poste 2 de Longo. Il contrôle cette bifurcation et l'entrée sur les voies du faisceau dite relais Rouen pour le garage des trains de marchandises. Autrefois très actif, le triage de Longo n'est plus que l'ombre de lui-même. Sur ce site complexe, formant une étoile à 5 branches, de nombreux faisceaux permettaient de recevoir des trains de fret. Ils se limitent aujourd'hui au seul relais, Rouen et Paris. Approche d'un TIV mobile 90. Il est impératif qu'il soit présenté car il nous donne la direction de Tergnier. S'il avait été ouvert, nous aurions dû freiner immédiatement afin de ne pas être dirigés vers Lille. C'est le poste 1L de type PAI 2006 qui gère cette section de ligne. Poste principal de la gare, il coordonne les 5 autres postes d'aiguillage de l'ensemble ferroviaire de Longo. Le TIV de rappel 90 est bien présenté sur ce signal. Cet abaissement de vitesse est transparent pour notre train de marchandises, mais les trains de voyageurs effectuant la relation Amiens-Tergnier peuvent l'aborder à 100 km/h et doivent respecter la vitesse de 90 au franchissement de la prochaine aiguille prise en déviation. Repéré par un chevron point en bas, voici l'aiguille qui nous dirige vers Tergnier. À gauche, la voie une TER Lille en direction d'Arras. Ce viaduc surnommé Jules Verne, construit en 1987 et supportant la rocade d'Amiens, permet le franchissement de la Somme, à notre gauche, des célèbres ortillonnages et des nombreuses voies ferrées de la sortie nord de Longo.
Ce saut de mouton nous permet de franchir les voies directes 1 et 2 de la ligne Paris-Lille. À droite, les voies en provenance du relais Paris et du dépôt thermique de Longo. Cette pancarte km 5,5 marque la sortie de l'ensemble ferroviaire de Longo. Nous circulons à présent sur la voie 1 de la ligne reliant Amiens à Laon via Tergnier. C'est par une longue rampe de près de 15 km que nous abordons cette section de ligne. Notre locomotive BB 75 000 va devoir déployer toute sa puissance pour tenter de faire l'heure, puisque le sillon est prévu pour une locomotive de la sous-série des BB 75 400, plus puissante. Ce signal à voie libre, avec sa plaque d'identification PR, nous donne accès à un canton de BAPR, bloc automatique à permissivité restreinte. Ce mode de cantonnement équipe la majeure partie de la ligne Amiens-Tergnier.
vous donner une idée, nous circulons à une vitesse de 50 km/h. Avec une locomotive BB 75 400, notre vitesse aurait oscillé aux alentours de 70 km/h. Aucune circulation n'étant prévue immédiatement derrière nous, le régulateur nous a laissé circuler malgré la légère perte de temps sur la marche. Ce signal de forme circulaire, caractéristique des lignes équipées en BAPR ou en bloc manuel, nous annonce le prochain signal de cantonnement, qui sera ouvert.
Comme annoncé, ce signal est bien ouvert et nous donne accès à un nouveau canton de BAPR. Sur cette ligne, le cantonnement fonctionne par comptage d'essieux. Un système mécanique compte le nombre d'essieux du train qui entre dans le canton. Le même système, implanté sur le signal de cantonnement suivant, comptera les essieux qui en sortent. Si le nombre est identique, le signal précédent passera automatiquement de l'indication sémaphore à l'indication feu vert, car cela indiquera que le canton est libre. Kilomètre 16,6, voici la première gare ouverte de cette ligne, Villers-Bretonneux. Aucun retard n'est finalement à déplorer. En semaine, la ligne voit circuler un trafic relativement conséquent autour de 2 relations uniques. Amiens-Laon, à raison de 14 allers-retours quotidiens, dont les trajets s'effectuent dans 1h30, et 9 allers-retours Amiens-Saint-Quentin, accomplis en un peu moins d'1 heure. Le trafic fret y est conséquent également avec des relations régulières comme les trains de produits de carrière entre Caffier et Mitriclet, des dessertes entre les carrières de Thouars et Chaulnes, des trains de machines pour le dépôt de Longeau. Il s'agit également d'un itinéraire de détournement souvent utilisé lorsqu'une des 2 lignes radiales pour la région parisienne est fermée.
Faisant office de pont des Soupirs, le passage sous l'autoroute A29 reliant Le Havre à Saint-Quentin marque le sommet du parcours et la légère pente qui s'ensuit va nous permettre d'atteindre notre vitesse de croisière. Kilomètre 21, gare de Marcel-Cave. Au droit de ce passage à niveau se tenait autrefois la gare de Viencourt-l'Équipé, dont on a du mal à distinguer les anciennes installations.
La gare de Guillaucourt, également fermée, a quant à elle gardé son bâtiment voyageur.
Kilomètre 31, gare de Rosières. Autrefois, sur la gauche, s'effectuait une correspondance avec une ligne à voie métrique des chemins de fer départementaux de la Somme. Celle-ci, ouverte en 1889, reliait Montdidier, au sud, à Albert, au nord. Kilomètre 34, un ancien quai peu visible à gauche marque l'emplacement de l'ancienne gare de Lyons. Pancarte S nous imposant de siffler en vue du franchissement d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.
Voici le carré 105 qui marque l'entrée en gare de Chaulnes. Pas de plaque de cantonnement PR, la traversée de la gare se fera en BAL, bloc automatique lumineux. Depuis la traversée de la gare de Longo et notre prise en charge par le poste 1L, c'est la première fois que nous sommes à nouveau aiguillés par un agent circulation, celui de la gare de Chaulnes. Avec du rappel de ralentissement, nous aurions pu être dirigés sur la voie 4, en gare ou sur une des 12 voies de service. À droite, l'arrivée de la VUTR, voie unique à trafic restreint, en provenance de Roye, qui permet aux trains de travaux d'accéder à la LGV Nord au niveau du raccordement d'Atancourt, situé à 7 km d'ici. Cette VUTR n'est autre qu'une ancienne ligne de 144 km, ouverte en 1876, qui reliait Saint-Just-en-Chaussée à Douai via Montdidier, Roye, Chaulnes, Péronne et Cambrai. Fermée par étapes à partir de 1970, le seul tronçon encore en service est celui entre Cambrai et Douai pour les TER Hauts-de-France et notre raccordement à la LGV. La partie nord de la ligne se débranchait ici à gauche, vers Péronne, alors que nous passons successivement sous la ligne à grande vitesse nord et sous l'autoroute A1. Cette communication voie 1 voie 2 permet aux trains ayant été reçus à la voie 4 en gare de rejoindre la voie 1. Il s'agit du seul garage actif possible entre Longo et Tergnier, en cas de dépassement par exemple. Nous repartons à présent pour une ligne parfaitement droite de 7 km. Ce tracé, plutôt rectiligne sur une grande partie du parcours, confère à cette ligne une certaine monotonie. Cela couplé à une vitesse limite de 80 km/h, il faut bien avouer que ce n'est pas la ligne préférée de bon nombre de conducteurs. Ce signal C131 est le dernier commandé par l'agent circulation de Chaulnes. Muni d'une plaque de cantonnement PR, vous l'aurez compris, nous repassons en BAPR. Il est à l'emplacement de l'ancienne gare de Yancourt-le-Petit. Kilomètre 43,1, avec son bâtiment voyageurs sauvegardé, nous passons dans l'ancienne gare de Cruchy-Drélincourt.
Voici le signal d'entrée de la gare de Nesle. Avec du rappel de ralentissement 30 accompagné d'un tableau G, nous aurions été reçus sur les voies de service. Implantée sur 38 hectares, voici à gauche l'usine Tereos de Nesle, une des plus importantes amidonneries d'Europe. Chaque année, elle transforme environ 800 000 tonnes de blé en amidon, alcool ou sirop de glucose pour l'industrie agroalimentaire. Pour obtenir du glucose à partir de blé, l'usine extrait l'amidon des grains, le liquéfie, puis l'hydrolyse grâce à des enzymes. On obtient ainsi un sirop qu'on purifie, clarifie, puis concentre pour produire le sirop de glucose, largement utilisé comme édulcorant ou ingrédient industriel. La gare de Nesle est une gare temporaire. Un agent circulation n'est présent que pour les périodes de réception et de départ des trains de fret qui alimentent l'usine. Nous franchissons maintenant le canal du Nord. Le canal du Nord est un canal de jonction fluviale, long d'environ 95 km, qui relie le canal latéral à l'Oise, à Pont-l'Évêque, au canal Dunkerque-Escaut. Construit dans le cadre du plan Freycinet pour alléger le trafic du saturé canal de Saint-Quentin, ces travaux ont débuté en 1908 et achevé en 1965. Son gabarit limité le rendant obsolète, il est en passe d'être supplanté par le futur canal Seine-Nord-Europe, actuellement en construction.
Passage dans l'ancienne gare d'Ombleu, à proximité du kilomètre 53. Affluent de la Somme, passage sur l'Allemagne, rivière de 13 km, aussi appelée ruisseau de la Vieille Somme. Voici à gauche les vestiges de la sucrerie d'Eppeville. Construite après la Première Guerre mondiale par la CNSR, Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies, afin de rassembler 14 sucreries détruites dans la région du Santerre, elle fut édifiée à un emplacement stratégique entre le canal de la Somme et la voie ferrée. Son architecture a été confiée à Georges Lich, spécialiste de l'art déco, également à l'origine de la gare du Havre. L'activité sucrière a cessé en février 2020, mais le bâtiment principal et son élégante façade art déco sont en instance de classement au titre des monuments historiques. Les installations ferroviaires de la gare d'Ham en approche, qui permettaient une desserte de l'usine, sont malheureusement abandonnées depuis sa fermeture. Jusqu'au milieu du XXe siècle, Ham était bien plus qu'un simple arrêt. C'était un carrefour ferroviaire régional, desservant plusieurs lignes secondaires.
Tout d'abord, la ligne à voie métrique en provenance d'Albert, ouverte en 1890 par les chemins de fer départementaux de la Somme. Se débranchait également une ligne vers Noyon. Et enfin, en 1910, est inaugurée une ligne à voie normale par les chemins de fer départementaux de l'Aisne, CDA, utilisée pour le trafic voyageur jusqu'en 1955. Même en cherchant bien, il ne reste presque aucune trace des anciennes plateformes ferroviaires dans le paysage. On notera la présence d'une pancarte LM sur ce signal à voie libre. Cette pancarte, limite de manœuvre, est le point à ne pas dépasser pour les trains qui manœuvraient en gare. Cela fait suite à la présence du cantonnement par comptage d'essieux. Si une manœuvre venait à franchir ce signal, sans aller jusqu'au signal de cantonnement suivant, le système de comptage d'essieux serait en dérangement, et ce signal resterait au sémaphore jusqu'à une intervention manuelle d'un agent de la voie. C'est au passage sous ce pont que nous quittons le département de la Somme pour entrer dans l'Aisne.
Kilomètre 67,8, toujours avec nos 2 minutes d'avance sur la marche, nous franchissons la gare de Flavie-le-Martel. À l'emplacement de ce passage à niveau 47 se tenait l'ancienne gare de Jussy. Voici le dernier signal de la section de ligne exploitée en BAPR. Il nous présente un feu vert, avec 2 feux à l'indicateur de direction. Il nous donne la direction de Tergnier. Si du rappel de ralentissement 60 avait été présenté, conjointement avec un seul feu à l'indicateur, nous serions partis à gauche vers Saint-Quentin. C'est le postin de Tergnier qui télécommande cette bifurcation. Déclassé en 1975, cet ancien raccordement militaire de 1200 mètres a été rouvert en septembre 1998 pour la desserte des TER Amiens-Saint-Quentin qui étaient autrefois obligés d'effectuer un tête-à-queue en gare de Tergnier, obtenant ainsi un gain de temps de l'ordre de 30 minutes sur le parcours.
Alors que nous nous attendions à observer un ralentissement 30 pour entrer au triage de Ternier, c'est l'avertissement que nous franchissons sur le signal F73.2. Passage sous les voies de la ligne en provenance de Saint-Quentin et au-delà vers Aulnois. Situé à la jonction des lignes Paris-Aulnois et Laon-Amiens, nous traversons la gare de Mennecy implantée au kilomètre 74,5. Elle est également implantée au kilomètre 135,4 de la ligne en provenance de Paris-Nord. Avertissement et rappel de ralentissement 30, voici la signalisation que nous attendions afin de rentrer au triage de Ternier.
Il faut cisailler l'ensemble de la plateforme pour entrer au triage, mais en ce samedi midi, nous ne sommes guère gênés par le nombre de circulations, puisque comme vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas croisé un seul train depuis notre départ de Saleux. À droite, les voies du faisceau réception, où les trains étaient reçus avant d'être triés par gravité sur la bosse de débranchement. Aujourd'hui, les opérations de tri se font à plat, soit avec des locomotives de ligne lors d'arrêt de service afin de récupérer ou d'enlever des wagons, soit avec des locomotives de type 75 000 affectées à des services de manœuvre. Après avoir emprunté la voie de circulation N, nous sommes dirigés vers le faisceau relais. À droite, le poste E de Ternier qui prend en charge notre arrivée sur ces voies de service. Petite séquence nostalgie avec cette signalisation mécanique toujours fidèle au poste. Le signal carré est en position d'ouverture. L'avertissement nous est présenté conjointement avec le tableau G. Le tableau G nous impose d'observer la marche en manœuvre à partir de l'aiguille qui donne accès aux voies de service. En signalisation mécanique, des feux sont également présents, mais simplement pour aider à leur observation de nuit, la cocarde, non éclairée, étant difficilement visible. De jour, c'est la position du signal mécanique qui fait foi. C'est à la voie 24 du faisceau relais que nous sommes reçus aujourd'hui. Lors de la réception d'un train sur voie de service, le conducteur doit déterminer son point d'arrêt. Le plus généralement, il s'agira de s'arrêter avant l'extrémité d'un faisceau de voies convergentes comme aujourd'hui. Cette extrémité peut être matérialisée de différentes façons. Une simple traverse peinte en blanc, un chevron pointe en haut, un carré violet, un damier rouge et blanc d'un TLC, tableau lumineux de correspondance ou d'autres encore. C'est une situation où il convient d'être particulièrement attentif car chaque triage est différent et parfois la végétation luxuriante du printemps pourrait occulter des éléments de signalisation implantés au niveau du ballast. Il se peut également que les voies ne s'arrêtent pas toutes au même niveau et si l'on devait céder de la rame en stationnement à gauche pour déterminer notre point d'arrêt, cela pourrait aussi nous jouer des tours. C'est donc au croisement repéré par ces traverses peintes en blanc que nous nous immobilisons avec presque 4 minutes de retard sur la marche. La rame sera reprise le lundi matin avec une locomotive électrique BB 27000 jusqu'à Somain. Elle sera ensuite livrée en BB 75000 à l'usine Roquette de l'Étrême. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau voyage.